Cité du Monde. Dimanche économie. Mounia Daoudi. L'homme qui a perdu 5 milliards, ce n'est pas juste un mauvais film pour la Société Générale qui présente ses excuses aux actionnaires. La Banque française ne s'est pas rendu compte de la fraude colossale opérée par un de ses courtiers. Un homme seul peut-il faire perdre 5 milliards d'euros à une banque? C'est en tout cas ce qui se serait passé à la Société Générale. Mis en examen mais libre, Jérôme Kerviel a été relâché après 2 jours d'interrogatoire à Paris. Le courtier a reconnu avoir mené des opérations non autorisées par la Société Générale. L'affaire de la Société Générale suite. Les avocats de Jérôme Kerviel sont satisfaits. Le courtier a été mis en examen mais laissé en liberté. La pression monte maintenant sur le PDG de la banque, Daniel Bouton. Lorsque l'affaire Société Générale éclate le 24 janvier dernier, la découverte de l'ampleur de la fraude, 4,9 milliards d'euros, et de l'âge du principal suspect, à peine 31 ans, fascine et choque à la fois. Comment quelqu'un d'aussi jeune n'a-t-il pu manipuler des sommes aussi colossales au point de mettre en péril la deuxième banque de France ? Dimanche Économie a voulu comprendre ce qu'est le métier de trader. Mais aucune banque n'a accepté d'ouvrir sa salle des marchés et pas un seul trader en activité n'a voulu témoigner. Un silence qui n'étonne pas vraiment l'économiste Marc Toiti. Déjà, en temps normal, ce n'est pas facile de faire des reportages dans les salles des marchés puisqu'il y a quand même une certaine confidentialité, il faut le reconnaître. Et puis, parfois, c'est vrai que certains opérateurs ont plutôt une vision très haute d'eux-mêmes et donc estiment qu'ils n'ont pas besoin de s'abaisser, je dirais, à parler. Mais l'autre enjeu derrière qui est de l'actualité, c'est que malheureusement, comme il y a une des premières banques françaises qui a fait sa notoriété justement sur ses activités de marché, eh bien, dans cette salle des marchés, il y a a priori des problèmes. Donc évidemment, les autres salles des marchés sont un petit peu réticentes à parler et c'est un petit peu, je dirais, l'opacité complète. Ce qui, à mon avis, est la mauvaise stratégie. Puisqu'au contraire, il faut parler aujourd'hui, il faut expliquer comment fonctionne une salle de marché. Ce n'est pas de l'argent sale, ce n'est pas uniquement de la spéculation. Il y a une utilité aux opérations de marché. Il ne faut pas oublier que les marchés financiers servent avant tout à financer l'économie, servent à couvrir certains risques. Alors parfois, effectivement, il y a des mouvements spéculatifs, mais je dirais, il faut dire que ce n'est pas l'essentiel de la vie des marchés. Mais comme évidemment il y a une certaine crainte par rapport à comment on peut utiliser certains propos, etc. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est le blackout dans la plupart des salles de marché en France. Marc Toiti est un des patrons de Global Equities, l'une des rares sociétés de bourse indépendante sur la place de Paris. Il a accepté de nous ouvrir sa salle des marchés. Petite visite guidée. Donc en gros, on a, je dirais, l'activité essentielle, c'est ce qu'on appelle le front office, donc c'est ici, donc c'est-à-dire en fait c'est l'activité de vente. Les opérateurs qui sont là ont des clients au bout du fil qui leur disent voilà, alors il y a un rôle de conseil, le client dit qu'est-ce que vous pensez si j'achète telle ou telle action, et le vendeur dit oui justement il faut acheter cette action ou il faut la vendre et ainsi de suite. Donc en fonction de ces conseils, le client dit réalise l'opération pour nous, parce que lui le client n'a pas le droit d'investir directement en bourse, il faut un agrément pour ça, et donc nous on l'a évidemment, c'est ce qui est de bourse long, et donc c'est ce qui leur permet je dirais de passer les ordres des clients. Et après il y a également ce qu'on appelle, c'est plus ce qui est là-bas, ce qu'on appelle des sales traders, c'est-à-dire en fait des vendeurs qui eux travaillent avec des traders, c'est-à-dire en fait leurs clients ce sont des traders qui eux développent des stratégies et donc ont besoin de l'avis des vendeurs et puis également de passer les ordres avec eux. Alors ça c'est pour le front office. Après on a ce qu'on appelle le middle et le back office. Donc le middle c'est l'assistanat qu'on apporte aux vendeurs et au front office pour justement réaliser leurs opérations. Et après il y a toute l'opération de vérification de back office, parce qu'en fait toutes les transactions sont faites par téléphone et on dit que sur les marchés c'est la parole qui prime si vous voulez. Donc il n'y a rien d'écrit dans un premier temps, mais tout est enregistré au cas où effectivement il y aurait soit des erreurs, soit parfois des controverses. Et donc si jamais il y a une controverse, on écoute les bandes, on écoute tous les jours, donc c'est pourquoi on ne peut pas dire ce qu'on veut et surtout c'est contrôlé. Et puis ensuite il y a donc le back office qui fait des contrats, qui vérifie, qui envoie les contrats aux clients et ainsi de suite. Cette salle des marchés ressemble à toutes celles que l'on trouve dans les grandes banques. On y trouve plusieurs grands bureaux, appelés desks, chacun spécialisé dans un produit financier bien défini. Partout, des écrans d'ordinateur et des informations qui défilent. En fait, c'est très simple. Sur les écrans, vous avez les évolutions des marchés, donc différents marchés que suivent les différents vendeurs pour leurs clients. Et donc, c'est à minute après minute, quoi. C'est même pas, c'est en temps réel. C'est-à-dire qu'à la seconde, les marchés évoluent et donc c'est intégré sur les différents écrans. Et comme ça, les opérateurs ont directement les prix qu'ils peuvent consentir. Alors, il y a également les informations économiques, les informations financières qui sortent au fur et à mesure. Et donc voilà pourquoi on a autant d'écrans, parce qu'on suit plusieurs marchés à la fois. Il faut les regarder en temps réel. Et donc, un téléphone
téléphone, un espèce de standard qui permet d'avoir le client en direct. Ce qu'on appelle des boîtes en fait téléphoniques où on a tous les clients sur les différents carrés bleus. Donc on peut les appeler uniquement en appelant dessus. Et après on peut les mettre, les mettre en boîte entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont en direct avec nous. On est, je dirais, en une sorte de chat si vous voulez, mais téléphonique, je dirais automatiquement. Fahmi Kabbaj a longtemps fréquenté les salles des marchés. Cet ancien trader, qui a notamment travaillé à la City de Londres, nous donne rendez-vous dans un café du 20e arrondissement de Paris. Son ancien métier, auquel il a déjà consacré 2 ouvrages, il pourrait en parler pendant des heures. Un trader, c'est une personne qui intervient sur les marchés, qui va intervenir sur différents actifs financiers, donc par exemple les marchés de futurs, mais également les actions, les matières premières. Son rôle étant de générer des bénéfices pour sa banque. Donc on a différents types de traders, les traders qu'on appelle les arbitragistes, qui vont effectuer avant tout des opérations d'arbitrage, c'est-à-dire ils vont acheter un actif sous-évalué et vendre un actif surévalué. L'objectif étant de réaliser de petits bénéfices pour le compte de l'entreprise en prenant très peu de risques. Mais nous avons également des traders directionnels, c'est-à-dire qui vont par exemple parier sur la direction du pétrole, de l'or, des matières premières, des actions. Et donc, ils vont engager les fonds propres de la banque et tenter de générer des profits importants, sachant que leur rémunération est tout de même liée à leur performance. Aujourd'hui, professeur agrégé d'économie, désormais à l'abri du stress et des montées d'adrénaline, Fahmi Kabbaj n'a rien oublié de ce qu'étaient ces journées. Avant l'ouverture des marchés, par exemple pour un trader parisien, il va consulter l'évolution des places boursières, il va également se réunir avec ses collègues pour dresser un état de la situation, qu'ont fait les marchés, quelles sont les nouvelles importantes de la journée, quels sont les points importants, et à partir de là, les traders vont établir un plan de trading pour la journée. C'est-à-dire qu'avant l'ouverture de la séance, ils savent grosso modo la manière dont ils vont intervenir. Pourquoi ? Pour une raison très précise, c'est que lorsque les marchés ouvrent, ils sont dans une situation où les marchés décalent très fortement et ils doivent se préparer, comme le pilote automobile, de manière à ne pas être surpris par les réactions des marchés. Donc avant l'ouverture des marchés, ils savent ce qu'ils vont faire, et lorsque les marchés sont ouverts, ils ne réfléchissent pas réellement, au sens où ils ont déjà des points précis et ils savent comment ils vont intervenir. Éric Pinon a lui aussi été trader pendant une dizaine d'années. Un métier qu'il a quitté en 90, dès la naissance de son premier enfant. Pour lui, c'était trop de stress. C'est un métier sur lequel vous perdez pas mal d'énergie, pas mal de votre force, de tranquillité surtout. Donc il est évident qu'il y a du stress. C'est vrai que c'est un métier qui peut vous amener très loin, même si on peut croire que ça gagne beaucoup d'argent. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Et donc effectivement, vous avez des gens qui malheureusement ont décidé de mettre fin à leur jour parce que le marché leur devenait insupportable. Donc oui, c'est un métier stressant qu'il faut probablement pas, et d'ailleurs on est très peu nombreux à faire pendant 30 ou 40 ans de sa vie, du moins sur les écrans, sur les marchés. On est très peu à tenir plus de 10-15 ans sur ce genre de marché. Si la cloche sonne encore à Wall Street, les métiers ont profondément changé et les cris des ordres d'achat ou de vente ont disparu. Courtiers et traders traitent désormais leurs opérations derrière des écrans d'ordinateur. Et l'informatique a contribué à l'émergence de nouveaux produits financiers de plus en plus sophistiqués. Des produits élaborés par une jeune génération de traders, issus pour la plupart des grandes écoles et formés aux mathématiques financières. Rencontre avec Nicole El-Karoui. Elle est l'une des plus brillantes probabilistes du moment. Avec Eliette Geman, une autre matheuse, elle a grandement contribué à la formation en France de cette nouvelle génération de traders. On a monté un cursus de formation pour devenir ingénieur quantitatif dans le monde des produits dérivés, et on va former les étudiants à la modélisation de l'aléatoire, qui est fondamentalement l'une des questions en jeu dans ces produits financiers, pour à la fois représenter et quantifier finalement les risques qu'on peut avoir à prendre des positions dans le futur d'un avenir incertain. Et les places sont chères pour faire partie des élus qui suivront le master de Nicole El-Karoui. Nos étudiants sont à 80% des ingénieurs, dont la moitié d'élèves de l'école polytechnique. Et puis on a à peu près 20% d'étudiants. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais il faut aussi savoir que le monde professionnel, dans l'ensemble, préfère recruter des ingénieurs.
Le métier qui est derrière, c'est celui qu'on appelle quant en anglais et ingénieur quantitatif en français. C'est vraiment un métier d'ingénieur mathématicien. Il y a un problème de modélisation qui va prendre 20% du temps. C'est pas entièrement l'essentiel. Un problème de bien identifier les paramètres. Ensuite, de développer des méthodes de calcul efficaces. Il faut savoir que le temps de réponse pour faire un prix dans le marché, ça doit être moins d'1 seconde. Donc, quand le produit est compliqué, il y a beaucoup de savoir-faire, de compromis, d'approximation entre la théorie et la pratique. Tout ça doit être contrôlé de manière très robuste. Et être diplômé du master de Nicole El Karoui, c'est la garantie de décrocher un poste en or. Car le trading à la française s'est aujourd'hui imposé dans les salles des marchés. Tahami Qabbaj. Il existe une école française qui a une excellente réputation, qui se débrouille très bien. Le risque, il est de penser que les marchés vont se conformer à des formules mathématiques, de penser que finalement les marchés financiers c'est une science exacte. Et le risque il est là, il est très grand. On peut comprendre l'essor de cette école mathématique puisque les marchés aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués, on a de plus en plus d'interventions automatisées. Le risque c'est finalement lorsque tout le monde développe le même modèle, le même système, de se retrouver dans la situation de l'été 2007 où la plupart de ces fonds quantitatifs gérés par ces mathématiciens se retrouvent avec de grosses pertes pour une raison très simple, c'est que lorsque tout le monde fait la même chose, eh bien, il n'y a plus personne par exemple pour vendre ou pour acheter et à partir de là on essuie de grosses pertes. Le scandale de la Société Générale a violemment secoué le petit monde des traders, des privilégiés qui représentent moins de 1% de l'emploi dans le secteur de la finance. Dans les salles des marchés, l'affaire a monopolisé les conversations avec cette question. Comment cela a-t-il pu arriver à une banque comme la Société Générale qui s'était imposée dans les activités de marché? Robert Laforêt est manager chez Altran, un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la banque d'investissement et dans la gestion d'actifs. Le scandale a éclaté quand il était à Londres. La réaction, clairement, et je l'ai vécu de l'intérieur, puisque j'étais en salle à ce moment-là, ça a été, je dirais, de la déception et de la démotivation. Comment c'est arrivé pour des traders qui, respectent les règles du jeu, voir autant d'argent mis sur le marché de manière illégale, on peut le dire, ça a été très très mal vécu. Maintenant, ça fait quand même un certain temps et je le vois au quotidien, c'est vraiment reparti. Les gens se posent plus de questions et ils vont. Bon, bien évidemment, ça met des questions en suspens et ces questions-là, on va devoir y répondre très prochainement. Ce qui est sûr, c'est que les gens sont repartis en termes de motivation et le marché est actif. Donc, c'est un épisode qui est derrière nous et bon, on peut penser que ça se reproduira peut-être un jour. En attendant, les gens continuent d'exercer leur métier de la meilleure manière possible. Mais l'affaire ne restera pas sans conséquences. Rendez-vous près des Champs-Élysées. Xavier travaille dans une filiale d'une grande banque anglo-saxonne. Et les choses, clairement, ne sont plus comme avant. Bien évidemment, après l'affaire de l'ASG, tout le monde n'a parlé que de ça. Parce que le métier dans lequel j'évolue, si on n'est pas dans la salle de marché, on est quand même rattaché à la banque de marché. Et on est donc impacté par toutes les procédures liées notamment au contrôle interne. Et l'affaire Kerviel a eu des impacts, donc notamment chez nous, comme dans toutes les banques, puisque les procédures sont en train d'être revues et renforcées. Il faut savoir la commission bancaire qui régule les banques françaises et les succursales de banques étrangères en France, dont je fais partie. Donc étant soumis à ce contrôle-là, évidemment les contrôles vont être accentués au niveau des procédures. Et comme moi je dépends de la banque de marché, les procédures, les accès au système, les accès au contrôle, le fait que moi étant considéré front office j'ai accès à certains logiciels et que le middle office n'aura pas accès à ces mêmes logiciels là, tout ça c'est en train d'être renforcé. Donc à aujourd'hui c'est pas quelque chose que je vis vraiment, dans le sens où c'est pas des procédures qui sont en place, mais en tout cas elles sont en train d'évoluer, ça c'est sûr, on a été informé des mouvements en ce sens. Xavier a failli lui-même être trader et il comprend parfaitement qu'on puisse être fasciné par ce milieu. C'est un métier qui attire parce qu'on en a une image d'un milieu un petit peu fermé avec un flou qui, je pense, est un petit peu maintenu aussi autour des métiers. Ça paraît un petit peu obscur. De l'extérieur, on a l'impression que c'est quelque chose où on travaille beaucoup sans que ce soit excessif, avec des revenus très importants. Et en plus, on jouit d'une bonne image dans la société de tous les jours. Donc je pense en effet que c'est des métiers qui font rêver. Et en plus, ça nous permet de manipuler des sommes ahurissantes. Donc c'est des métiers qui font envie.
Après, au quotidien, je pense que c'est un peu comme partout, c'est-à-dire qu'il y a même dans la salle de marché des métiers plus ou moins intéressants, et puis comme dans n'importe quel métier, des tâches plus ou moins répétitives ou rébarbatives. Et si le métier de trader fascine autant, c'est aussi parce que les meilleurs perçoivent des salaires astronomiques. Avec 3,3 millions d'euros par an, le PDG de la Société Générale, Daniel Bouton, est en effet moins rémunéré que certains de ses traders et ne perçoit que le 30e plus haut salaire de la banque. Chez Robert Walters France, on recrute pour le monde de la finance. Mais peu de traders, car la place de Paris n'est pas la City de Londres. Londres où se négocie en volume l'équivalent de la moitié des flux financiers des 15 pays de la zone euro. Guy de Brabrois est manager de la division banque d'investissement chez Robert Walters. S'il ne recrute pas que des traders, il sait comment ils sont rémunérés. Suivant le type de produit traité et la complexité du produit, la rémunération va varier. Sur un produit dit vanille, c'est-à-dire assez simple, les recrutements se font entre 70 et 100 000 euros pour la rémunération fixe, et le variable va représenter 50 à 3 à 400% de la rémunération fixe, suivant là encore le type de produit traité et le succès du trader. Alors on parle beaucoup de bonus. Qu'est-ce que c'est qu'un bonus dans le métier ? Un bonus, c'est une partie intégrante du salaire qui récompense la performance du salarié sur des métiers où le professionnel est mis en situation de pression permanente, avec des prises de décision très rapides et ayant un impact très fort sur le bilan de la banque et le résultat de son activité. C'est très difficile d'avoir accès au modèle exact de rémunération, et quand bien même on a accès à ce type d'information, nous ne sommes pas habilités à la transmettre et la communiquer. Maintenant, un trader qui gagne 100 000 euros de fixe et 300 000 euros de bonus une année peut très bien voir sa part variable réduite à 10% de son salaire fixe l'année suivante. Tout comme les marchés financiers, la rémunération du trader est volatile. Tous les ans, en février-mars, les traders perçoivent leur bonus. Une rémunération entourée du plus grand secret, puisque même entre collègues, on ne sait pas qui a touché quoi. En 2004, un trader de Goldman Sachs aurait décroché le gros lot avec un bonus de 45 millions d'euros. À l'époque, un record qui aurait déjà été battu depuis. Le monde des traders a un univers à part, oui. Un univers fermé. Éric Pinon, qui a longtemps fréquenté les salles des marchés, ne le pense pas. Fermé, l'angoisse du mot fermé sous-entendrait qu'on n'y rentre pas comme ça, qu'il faudrait qu'on soit le fils ou le petit-fils de quelqu'un pour y rentrer, ce qui est loin d'être le cas, puisque beaucoup de traders sont des gens qui n'ont aucun lien génétique, si je peux dire, avec ce métier. Par contre, que ça soit un monde dans lequel on se côtoie tous, on se connaît et on se fréquente, la réponse est oui, parce que heureusement, lorsqu'on se parle, il faut qu'on ait confiance les uns avec les autres. Quand on se donne des ordres ou des indications, il faut que la parole soit tenue, et c'est normal et c'est préférable que les gens soient bien au courant de qui ils ont en face d'eux et quelle est la personne avec qui, comme on dit, ils traitent. Et ça, je crois que c'est ce qui fait qu'on est dans un club fermé, au sens dans un microcosme où on s'auto-choisit, où on s'auto-congratule, et celui qui ne jouerait pas les règles pourrait être exclu assez rapidement, oui. Et les voitures de sport, les appartements payés cash, l'argent qui coule à flot, les soirées arrosées, une réalité ? Pour Robert Laforêt du cabinet Altran, les choses ont quand même bien changé. C'est vrai qu'il y a souvent des courtiers, les sales, les vendeurs qui organisent des soirées pour les traders, pour améliorer les relations commerciales. Donc ils sortent quand même très tard, le soir certaines fois, dans le cadre de ces soirées. Maintenant, le milieu a changé. C'est-à-dire qu'on a connu une période dans les années 90 où le milieu était très malsain. Aujourd'hui, je dirais que la personnalité de chacun fait que on peut sortir, si vous voulez, de ce cercle de soirée et être indépendant. Il y en a qui ont une vie de famille, qui vont au travail, qui partent en vacances en famille, etc. C'est aujourd'hui la plupart, je pense. Donc ça a un peu changé, si vous voulez. Ce qu'on va voir dans les films américains ou dans les séries américaines est un cliché qui, à mon sens, n'est pas ce qu'on voit en salle de marché en France. Et ce n'est sans doute pas un hasard si c'est à Londres que les traders français vont travailler. Dimanche Économie a cherché cette semaine à comprendre le métier de trader. À la réalisation Pierre Jabot, à la technique Cyril Etienne, un reportage de Mounia Daoudi.